C'est le sujet qui fâche quand on parle de 3D, les temps de rendu. À chaque fois que je poste un de mes tafs sur les réseaux, j'entends les mêmes choses. Ouais, mais ça a dû te prendre des jours à rendre. Ok, mais je pourrais jamais rendre ça sur mon PC portable. Ça suffit. On n'a pas besoin d'une machine de fou ou d'attendre des jours pour avoir des super résultats. C'est pour ça qu'aujourd'hui, j'ai envie de vous partager toutes les techniques que j'utilise dans chacun de mes projets pour passer de ça à ça. Dans cette première partie, je vais vous donner des conseils qui peuvent s'appliquer à n'importe quel logiciel 3D pour ensuite vous donner des conseils plus focus sur Blender. Le premier conseil que je peux vous donner, qui peut même s'appliquer dans d'autres domaines du motion design, c'est d'utiliser une résolution et un nombre d'images par seconde adapté au support sur lequel la vidéo va être diffusée. Si vous faites une animation pour poster sur votre compte Instagram ou mettre en story, ça sert à rien de faire un rendu 4K ultra haute qualité, personne verra la différence. Conseil qui s'applique aussi au nombre d'images par seconde, à moins que ce soit un choix artistique ou une demande du client, ne rendez pas vos animations en 60 ou en 30 fps, c'est 2 fois plus d'images à rendre. D'ailleurs, sur Blender, par défaut vous êtes en 25 fps, et la première chose que je fais quand je démarre un projet, c'est de me remettre en 24, c'est une image de moins à rendre toutes les secondes, et sur une vidéo de plusieurs minutes, on voit vite la différence. Deuxième conseil, utilisez un denoiser. Je vous expliquerai plus en détail comment le paramétrer dans la partie Blender, mais c'est vraiment une option qui peut diviser votre temps de rendu par 5, voire par 10, sans perte de qualité. Ensuite, utilisez une qualité d'asset adaptée à votre projet. Pas besoin de texture 4K ou 8K pour des objets qui sont loin de la caméra, et même si vous vous rapprochez très près d'un objet, la 8K est très rarement nécessaire. C'est bon de le rappeler, mais une texture 8K, c'est des dizaines de fois plus long à rendre pour votre ordinateur qu'une texture 2K. Ça prend aussi beaucoup plus de place dans votre disque dur, et c'est plus long à télécharger. Conseil qui s'applique aussi aux HDRI. À moins qu'ils soient directement visibles à la caméra, ça sert à rien d'avoir un HDRI 8K. Un 2K fait largement l'affaire et la différence que vous verrez au temps de rendu est assez énorme. Pour ce qui est des objets, c'est pareil. Ça sert à rien de prendre des assets avec des millions de polygones, de mettre des subdivisions partout. Je peux aussi vous conseiller d'utiliser des normal maps ou du bump plutôt que du displacement pour donner du relief à vos textures. La plupart du temps, surtout sur des objets qui sont assez loin de la caméra, on voit pas la différence. Dans certains cas, quand on fait un sol par exemple, on peut quand même avoir besoin d'ajouter du relief sur son objet. Dans ce cas-là, je vous conseille de plutôt passer par une méthode procédurale, donc avec des modifiers et une texture de noise. Ça sera beaucoup plus léger et contrôlable. Et c'est pareil pour ce qui n'est pas visible. Si quelque chose dans votre scène est derrière la caméra ou derrière un objet, supprimez-le, ça prend juste du temps de rendu pour rien. Exemple assez classique avec une forêt. Ici, on va venir supprimer tous les arbres qui ne sont pas dans le champ de la caméra et ceux qui ne sont pas visibles, ce qui nous permet, pour la même image, d'avoir un temps de rendu divisé par 5. Même technique dans cet exemple, que ce soit à l'extérieur, les objets ou même le bâtiment, tout ce qui n'est pas dans le champ de la caméra est enlevé. Ça nous fait gagner du temps de rendu, mais aussi du temps de travail, car on n'a pas à créer des objets qui ne seront tout simplement pas vus. Conseil suivant, instanciez vos objets. Qu'est-ce qu'une instance ? En gros, si un objet est 10 fois dans votre scène, au lieu d'envoyer 10 fois cet objet séparément pour qu'il soit rendu, on l'envoie une seule fois et les 9 autres font référence au premier, ce qui permet du coup de diviser par 10 le temps de calcul de ces objets. Comment ça se passe concrètement ? Au lieu, comme ici, d'utiliser Shift-D pour dupliquer vos objets, vous allez utiliser Alt-D, ce qui va créer des instances pour chaque objet copié-collé. Et comme on le voit ici, pour la même scène, le même nombre d'arbres, on divise le temps de rendu par plus de 3, ce qui est quand même très intéressant. Un peu plus avancé, mais baker ces textures peut aussi être une solution. Je rentrerai pas dans les détails aujourd'hui parce que c'est assez compliqué et que chaque logiciel a sa façon de faire, mais c'est aussi quelque chose qui peut vous économiser du temps de rendu. Pour ce qui est des effets, c'est un peu un sujet qui fâche, mais je pense que le motion blur n'est pas toujours obligatoire. Oui, ça ajoute du réalisme, mais ça ajoute aussi beaucoup de temps de rendu. Si les mouvements dans votre scène sont relativement lents ou si certains objets ne bougent pas, je vous conseille de désactiver le motion blur soit sur la scène entière, soit sur les objets qui vont pas bouger. On a ici une scène assez lente, rendue avec et sans motion blur, et je vous mets au défi de trouver sur laquelle je l'ai désactivé. Même conseil pour la profondeur de champ, le depth of field. Oui, c'est joli, oui, ça ajoute du réalisme, mais c'est pas toujours nécessaire. Je le mets pas quand je peux m'en passer et personne voit la différence. Encore une fois, je vous mets au défi de trouver sur quel rendu j'ai désactivé la profondeur de champ. Globalement, une bonne pratique, c'est de ne pas trop complexifier le passage de la lumière dans votre scène, c'est-à-dire ne pas trop complexifier le chemin que vont faire les rayons de lumière dans votre scène. Par exemple, si vous faites une scène d'intérieur, c'est toujours mieux de laisser un mur ouvert, ça diminue énormément le grain qui va se créer et donc le nombre de samples nécessaires pour rendre l'image. Ce qui va aussi complexifier le passage de la lumière dans votre scène, c'est tout ce qui est volumétrique, brouillard, fumée, les cheveux et les textures de verre. Je vous montrerai un peu plus tard dans la vidéo comment faire une texture de verre optimisée qui ne rallonge pas vos temps de rendu. Pour ce qui est des conseils généraux et du matériel, je vous conseille de toujours avoir la dernière version de votre logiciel, la dernière version des drivers de votre carte graphique. Si vous êtes sur un PC portable, surtout un PC gamer, branchez-le quand vous faites vos rendus, vous verrez la différence est assez folle. Et enfin, dernier conseil pour améliorer vos temps de rendu. Oui, c'est aussi possible d'acheter du meilleur matériel, mais c'est vraiment une solution de dernier recours. Quand je pouvais pas encore vivre de mes créations, je travaillais sur un vieil ordinateur portable, pas du tout fait pour la 3D, mais j'ai quand même pu réaliser tous ces travaux. C'était long, mais pas impossible.
Ne considérez pas votre matériel actuel comme un frein à votre créativité, mais plutôt comme une contrainte que vous avez actuellement, mais qui disparaîtra dès que vous pourrez investir un petit peu. Petit conseil bonus, j'ai vu ça chez pas mal de personnes, mais quand vous devez envoyer des rendus à des clients ou que vous voulez vérifier votre animation, pas besoin de faire un rendu haute qualité, et je dirais même pas besoin de faire un rendu tout court. Tous les logiciels ont une fonctionnalité de rendu viewport en temps réel, ou alors vous pouvez aussi beaucoup baisser la qualité et la résolution de votre rendu. Si c'est juste pour vérifier quelque chose et le supprimer après, ça sert à rien de faire tourner votre ordi pendant des heures, c'est juste du temps perdu. Ok, passons aux conseils spécifiques à Blender, mais qui avec quelques recherches Google peuvent aussi être appliqués à d'autres logiciels. Le premier, assez évident mais c'est bon de le rappeler, c'est de sélectionner le mode de rendu OptiX dans les paramètres. Si vous avez une carte graphique de la gamme RTX, donc Nvidia 1600, 2000 ou 3000, c'est clairement un mode de rendu qui va vous faire gagner beaucoup de temps. Et ne pas oublier de mettre GPU dans les paramètres de rendu parce que c'est pas automatique. Ensuite, c'est très intéressant d'utiliser des sky textures ou des lights plutôt que des HDRI. La différence est quand même assez importante en termes de temps de calcul. Vous avez ici un exemple avec un HDRI 8K, un HDRI 2K et une sky texture. On voit bien que la sky texture réduit énormément le temps de rendu. Autre erreur que je vois souvent les débutants faire, c'est de laisser le nombre de samples par défaut, qui est beaucoup trop élevé. Pour la plupart des scènes, avec un denoiser, je peux vous recommander d'être entre 150 et 400 samples, et de potentiellement monter à 800 si vous voyez des problèmes, mais ça sert à rien d'aller au-dessus, et si vous voyez encore du grain, c'est que c'est votre scène qui a des problèmes, pas votre nombre de samples. Je vous ai déjà parlé du denoiser, mais là on va rentrer un peu plus dans les détails, je vais vous montrer comment le paramétrer. D'après mon expérience, OptiX est beaucoup plus rapide, mais donne des résultats de moins bonne qualité que OpenImage, donc c'est à vous de choisir en fonction de la situation. Si j'envoie un rendu provisoire ou une preview à un client, je vais utiliser OptiX, qui est comme je l'ai dit beaucoup plus rapide, et quand on passe au rendu final, j'utilise OpenImage pour avoir un résultat plus propre. Voilà deux exemples avec les temps de rendu, on voit bien que OptiX est beaucoup plus rapide, mais que OpenImage est beaucoup plus propre au final. Attention par contre, le temps pour denoiser une image augmente énormément avec la résolution. Une image en 4K va mettre 10 fois plus de temps à être denoisée qu'une image en 720p. Petit conseil bonus par rapport au denoiser, c'est qu'il fonctionne beaucoup mieux avec des résolutions élevées. C'est-à-dire que si vous voulez le résultat le plus propre possible, dans la plupart des cas, c'est plus optimisé de rendre une frame en 4K avec moins de samples qu'une frame en 1080p avec plus de samples. Le denoiser donnera un meilleur résultat sur la frame en 4K que sur la frame en 1080p. Et au final, le temps de rendu des deux images, c'est le même. Après les samples, ce qui est intéressant d'optimiser, c'est les light paths. Dans les dernières versions de Blender, vous avez des presets, mais en général, si vous voulez vraiment optimiser votre temps de rendu, ce que je vous conseille de faire, c'est de baisser chaque catégorie de light path jusqu'à ce que vous voyez une différence. Par exemple, dans cette scène, j'ai pas d'objet transparent ou de texture de verre, donc je peux mettre à 0 la transparence et la transmission, et on voit aucune différence. Un autre paramètre qui peut vous faire gagner énormément de temps, c'est le persistent data. Je vous explique. En gros, à chaque fois que vous rendez une image, l'ordinateur doit envoyer toute votre scène dans la carte graphique pour qu'elle puisse faire le rendu. Quand vous cochez Persistent Data, la carte graphique va garder en mémoire votre scène que vous avez chargée à la première frame pour rendre les suivantes. On parle de quelques secondes par image, mais sur une animation de plusieurs minutes, la différence est phénoménale. Attention par contre, c'est un paramètre qui peut engendrer certains problèmes. Je vous recommande de ne pas l'utiliser si votre scène contient des systèmes de particules très complexes, comme par exemple des cheveux, une forêt ou de l'herbe. Et si vous voulez utiliser du motion blur sur des geometry nodes, j'ai remarqué que ça fonctionnait vraiment pas très bien et que ça causait souvent des problèmes. D'autres options de rendu sont arrivées dans les dernières mises à jour et peuvent vous faire gagner du temps. On a d'abord le Light Tree qui fait pas toujours gagner du temps de rendu, mais ça coûte rien de l'activer. Pareil pour Auto Scrambling, c'est pas toujours utile, mais ça coûte rien. Les caustiques, qui sont les reflets que peuvent produire certains objets en verre, si vous n'en avez pas besoin, vous pouvez les désactiver. Et pour finir, si votre ordinateur n'est vraiment pas très puissant, vous pouvez aussi diminuer le taux de compression des images. Vos rendus seront donc plus lourds en taille, mais mettront moins de temps à s'enregistrer. Et voilà, il y a encore plein d'autres façons d'optimiser ces scènes ou de diminuer ces temps de rendu, mais je tenais à vous partager celles que j'utilise au quotidien et qui me font gagner le plus de temps. Je vous invite aussi, si vous avez des techniques que j'ai pas citées dans la vidéo, à les mettre en commentaire et je ferai peut-être une partie 2 pour vous en parler. Globalement, ce qu'on peut retenir de cette vidéo, c'est qu'il faut être raisonnable sur la qualité de ce qu'on va sortir par rapport à l'endroit où ça va être diffusé. Les logiciels sont paramétrés de base pour sortir une qualité dont 99% des gens n'ont pas besoin, et c'est pareil de notre côté en tant qu'utilisateur. Il faut être réaliste sur la qualité de nos exports, de ne pas travailler dans de trop grosses résolutions, de ne pas utiliser des assets de trop grande taille, et tout simplement, comme je le disais, être raisonnable. Comme promis, petit bonus pour vous montrer comment faire une texture de verre plus optimisée et plus réaliste dans Blender. Par défaut, comme on le voit ici, la texture de verre va venir créer des zones sombres aux extrémités des objets en verre. C'est tout simplement parce que les rayons de lumière ont du mal à sortir de l'objet et restent coincés à l'intérieur, ce qui n'est pas du tout réaliste. La solution, c'est donc de mixer notre matériau de verre avec un shader transparent et d'utiliser en facteur de ce mix un node qui s'appelle Light Path et qui permet d'extraire les rayons de lumière. On va prendre la ray depth qui correspond au nombre de rebonds des rayons de lumière et dire
grâce à un node mat, que s'il y en a plus de 4, ça doit être transparent. On voit clairement la différence. J'espère que cette technique pourra vous être utile autant qu'elle l'a été pour moi. J'étais comme un fou quand j'ai découvert ça, et j'en ai encore plein à vous montrer.